Bien, chers amis, d'abord, je suis heureux d'être avec vous, heureux de succéder à deux amis que sont Olivier Guèze et Michel Burfinkel, que je connais très bien et qui sont d'excellents professionnels et d'excellents connaisseurs du sujet. Je suis heureux aussi, particulièrement heureux, de le faire sous le signe de ces trois loges dont le nom m'évoque des choses très précises dont je parlerai peut-être au fil de ma conférence. Je m'excuse de parler assis, mais d'abord, je pense avoir une voix qui porte. Et au surplus, je voudrais faire référence à deux livres que j'ai apportés, qui sont deux manières de voir Israël, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Le premier est celui de Martin Gozlan, qui s'appelle Israël contre Israël, et le deuxième, c'est un livre de Raffaele Simone, qui est un Italien, qui est un homme de gauche qui parle à la gauche et qui dit un certain nombre de choses, pas seulement sur Israël, sur l'islamisme, sur le Proche-Orient, mais aussi sur Israël et sur le Proche-Orient, et qui vont m'aider à faire passer, j'espère, un certain nombre d'idées qui me sont chères. Alors, je voudrais commencer effectivement dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, par une espèce d'état des lieux. L'état des lieux, c'est quoi? L'état des lieux, c'est que nous sortons de trois séquences successives qui n'ont pas, a priori, de rapport entre elles. La première séquence, c'est l'opération pilier de défense, la guerre d'Israël contre le Hamas, qui a duré 8 jours et qui s'est terminée par une trêve obtenue grâce à la médiation de l'Égypte et des États-Unis. Une trêve qui durera ce qu'elle durera, mais enfin qui est là pour l'instant. La deuxième séquence, c'est effectivement, vous y avez fait allusion, le 29 novembre, le vote à l'ONU du statut, attribuant un statut d'État observateur à la Palestine aux Nations Unies. Et la troisième séquence, ce sont les élections en Israël qui vont avoir lieu le 22 janvier prochain. Et je voudrais, si vous le permettez, commencer par là, par ces élections, par donner une idée de la manière dont les choses se présentent. Les électeurs israéliens vont aller aux urnes dans un peu plus d'un mois. La campagne électorale a été courte en raison précisément de l'opération pilier de défense. Binyamin Netanyahou a passé un accord avec M. Lieberman pour fonder un parti, pour former un bloc de la droite qui est assuré, tous les observateurs nous disent que les jeux sont faits, que c'est plié, comme on dit, et que le bloc de droite, M. Netanyahou et M. Lieberman, qui est pour l'instant démissionnaire, mais enfin, il a démissionné parce qu'il a des soucis avec la justice, mais une fois qu'il se sera présenté devant la justice, il y a tout lieu de croire, et en tout cas c'est ce qu'on dit, qu'il va sortir blanchi et qu'il pourra se présenter aux élections législatives. Ce bloc de droite est assuré, selon les sondages, d'obtenir 38 sièges et d'arriver en tête. Le parti Kadima a pratiquement disparu des radars. Tzipi Livni
va former son propre parti avec un ancien travailliste qui est M. Amir Peretz. Le Parti travailliste lui-même de Shelly Yefimovitch, qui est une journaliste de formation. Il y a beaucoup de journalistes, c'est une des particularités de cette élection, il y a beaucoup de journalistes qui se sont lancés dans la vie politique. Yair Lapid, Madame Yefimovitch, Daniel Ben-Simon, qui avait fait déjà ce parcours-là. Le parti de Shelly Yefimovitch, on pense qu'il va faire un score honorable, mais c'est un parti qui, depuis longtemps, est focalisé sur des questions sociales et évoque très peu les questions de sécurité ou les questions de politique étrangère. Le seul qui se détache, qui aurait pu se détacher et qui aurait pu affronter Netanyahou ou faire de l'ombre à Netanyahou, qui s'est montré critique aussi envers Netanyahou récemment, notamment sur l'attitude du Premier ministre devant le vote du 29 novembre, c'est l'ancien Premier ministre Ehud Olmert. Mais il se trouve que Ehud Olmert est assez impopulaire en Israël et en tout cas il ne s'est pas déclaré. Les listes ont été fermées avant qu'il ne puisse affirmer son intention de se présenter, de sorte qu'il ne peut plus faire de l'ombre à M. Netanyahou. Cela dit, comme je le disais tout à l'heure à quelqu'un qui m'interrogeait là-dessus, il y a toujours des surprises. Les élections, c'est fait pour ça. Et en Israël, plus qu'ailleurs, on n'est jamais à l'abri de surprises de l'extérieur et de surprises de l'intérieur qui peuvent modifier la donne et faire en sorte qu'il y ait une redistribution des cartes politiques. Alors, il y a cette idée qui est développée notamment par Martine Gozlan dans ce livre et qui consiste à nous dire il n'y a plus d'hommes d'État en Israël, Israël est contre Israël, il y a une menace de schisme interne, il n'y a plus d'hommes d'État, on est passé de Ben Gourion de Jabotinsky, de Rabin, ou même de Begin et de Sharon, à Netanyahou. La gauche s'est totalement décomposée. Tout cela est vrai, ça n'est pas faux, mais outre le fait que j'ai eu un débat d'ailleurs à la règle du jeu dimanche dernier avec Martine Gozlan, et je lui ai fait observer que, outre le fait que c'est facile de dire, c'est un argument qui est souvent utilisé ici même, la République était belle sous l'Empire, où sont De Gaulle, où sont les De Gaulle et les Mitterrand, je veux dire, c'est un peu une ancienne qui revient dans tous les pays et sous toutes les latitudes que de dire qu'il n'y a plus d'hommes d'État. Mais outre ce fait, il y a aussi, c'est le reproche que je fais à Martine Gozlan et à d'autres, parce que c'est un thème qui revient souvent dans la bouche de journalistes, on oublie, on omet de dresser la liste d'un certain nombre d'événements qui se sont produits depuis une vingtaine d'années et qui expliquent le durcissement de la vie politique en Israël. L'électorat israélien, finalement, quand on examine bien la manière dont cet électorat agit depuis longtemps, depuis un certain nombre d'années, il y a toujours une réaction à une évolution interne
des choses. L'électorat israélien, qui n'est pas plus bête qu'un autre et qui est même, par certains côtés, qui a une certaine sagesse et une certaine intelligence, apportée au pouvoir, selon le cas, selon les circonstances, selon les contextes, des hommes et des femmes politiques qui ont su répondre à une situation donnée. De sorte qu'on ne peut pas comprendre l'évolution de la situation politique en Israël si on ne fait pas, si on ne dresse pas en vis-à-vis de ce que fait Martin Gozlan, un certain nombre d'événements qui se sont encore une fois produits depuis une vingtaine d'années. Je parle de l'intifada 1 et 2, je parle des attentats, de la période des attentats suicides, je parle de la guerre avec le Hezbollah au Liban, je parle des roquettes dans le sud d'Israël et je parle naturellement de la dernière opération à Gaza et de la prise en main de Gaza par le Hamas. Et de sorte que l'évolution du conflit est quand même tributaire d'une situation intérieure. Et je prends pour exemple ce qui s'est passé dans cette fameuse guerre des 8 jours à Gaza. Vous aurez observé que dans cette guerre, il y a eu une union totale de la population, la gauche et la droite, le nord et le sud, les religieux et les laïcs. Ça ne s'était jamais produit, à ma connaissance, une telle unité pendant cette guerre-là, qu'on n'a pas tout à fait observé de la même manière pendant la guerre du Liban. C'est une spécificité de cette guerre dite, de cette opération pilier de défense qui a bénéficié de l'appui et de l'unité de la population israélienne tout entière. Alors, c'est vrai qu'il y a un débat aujourd'hui, il y a toujours un débat qui reprend, surtout dans le contexte d'une campagne électorale, et la classe politique n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde, aussi bien pour ce qui concerne le vote du 29 novembre que pour ce qui concerne l'opportunité de la réaction du gouvernement à ce vote. Il y a un débat qui est tout à fait légitime et qui relève du débat d'opinion interne, qui n'est pas un Israël contre Israël, comme le soutient ce livre, mais qui est au contraire une vitalité du système politique israélien qui est pluraliste et qui est démocratique. Mais sur l'opération israélienne à Gaza, il y a eu un sentiment de menace réelle. Les gens ont eu l'impression d'être menacés. C'est difficile à expliquer pour quelqu'un qui est à l'extérieur, qui n'a jamais vu, qui ne s'est pas trouvé sur les lieux, qui n'est pas conscient des circonstances. C'est difficile à comprendre. Et moi, je n'étais pas en Israël dans cette guerre, mais je me suis trouvé il y a 6 ans, quand les roquettes tombaient du nord du Hezbollah. C'est d'ailleurs assez paradoxal, et on peut comprendre le durcissement de la population israélienne dans la mesure où c'est un peu le même scénario. Les Israéliens quittent le nord, le sud du Liban, et ils reçoivent des roquettes en échange. Les Israéliens quittent le sud, quittent Gaza et reçoivent des roquettes
en échange. C'est le même scénario, mais quiconque a vu pendant la guerre du Liban, c'est quelques 500 000 personnes quitter les villes et les localités du nord pour aller dans le sud, pour aller à Tel Aviv, pour aller à Jérusalem, pour aller dans des hôtels, pour aller dans des coins dans des logements de fortune, parfois dans des tentes. Et je l'ai vu, hein, je n'ai pas rêvé, j'ai vu ça aussi. Et je vous prie de croire que ce n'est pas quelque chose qui remplit de plaisir, et quiconque a vu cela sait que c'est une vraie menace. Et ce scénario, il a repris de la même manière dans le sud, à Gaza, avec encore plus de force, puisque ça n'est pas 500 000 personnes, mais 1,5 million de gens dans cette guerre qui ont vécu sous cette menace, qui ont été empêchés d'envoyer leurs enfants dans les écoles, qui ont été empêchés de travailler, qui ont été obligés de se terrer dans des abris à chaque fois qu'une sirène sonnait. Je disais la semaine dernière, et je pense que l'image est parlante, il faut imaginer ce que serait l'Île-de-France menacée par des tirs qui viendraient de Meaux ou de Chartres et qui obligeraient les gens à vivre sous cette menace. Pendant la guerre du Liban, qui n'était pas très différente de celle-ci, je n'étais pas en Israël pendant l'opération Pilier de défense, mais encore une fois, j'ai vécu cette guerre du Liban, je m'imagine que ça n'était pas très différent. Et j'avais à l'époque posé la question à des confrères israéliens, de la télévision israélienne, pourquoi est-ce que vous ne montrez pas ces images de gens fuyant les localités du Nord pour aller dans le Sud sans avoir la certitude de trouver où se loger en attendant que passe la bourrasque. Et il m'a répondu ceci, qui m'a donné matière à réflexion. Il m'a dit, Israël se trouve dans un dilemme. S'il montre ces images, ils attirent la compassion, la solidarité, la sympathie de l'Europe. Voir une corde de gens quitter leur localité, quitter leur ville, quitter leur maison pour, à la recherche, en essayant de s'éloigner le plus possible des tirs de roquettes, c'est une image qui peut être insoutenable. Mais dans le même temps, montrer ces images, c'est donner à la population arabe, aux Palestiniens, des occasions de liesse et un prétexte pour crier victoire et pour affirmer qu'au fond, ils ont gagné puisqu'ils terrorisaient une partie de la population. Il y a ce dilemme, de sorte que, cette interprétation, à laquelle je dois dire je n'avais pas pensé, explique pour quelles raisons on ne voyait pas, y compris quand on était en Israël, on ne voyait pas ces images. J'ai pensé d'ailleurs à cette fameuse phrase de Golda Meir, de l'Europe, j'ai toujours préféré recevoir des remontrances plutôt que des condoléances. Voilà, à mon avis, ce qui menace Israël, et
beaucoup plus que les dissensions internes dont parle Martine Gozlan. Voilà les véritables menaces qui existent et qui sont réelles. Maintenant, je voudrais passer, si vous voulez bien, à un deuxième livre, qui est celui de Raphaël Simonet. Raphaël Simonet est un essayiste, linguiste de gauche italien, qui vit en Italie. Il vient de publier d'ailleurs un livre qui sort ces jours-ci sur le web et sur la disparition de l'écrit et du livre, qui doit être aussi très intéressant. Mais là, il réfléchit, c'est un homme de gauche qui lance un appel, c'est un livre qui a été publié un peu avant l'arrivée de la gauche au pouvoir en France, qui réfléchissait un peu sur Berlusconi et sur Sarkozy, mais qui en profitait pour dire un certain nombre de choses à la gauche, en disant « Je suis un homme de gauche et j'en appelle à vous. Qu'a fait la gauche depuis un certain nombre de temps? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une seule réflexion sur les grands problèmes qui agitent le monde? Rien sur l'intégration européenne, rien sur l'unification de l'Allemagne et la chute des communistes, rien sur l'immigration clandestine, rien sur le fondamentalisme, l'islamisme radical, le terrorisme. Il n'y a pas de réflexion profonde engagée par la gauche sur ces questions. Voilà les interrogations qui sont celles de Raphaël Simonet à l'adresse de son propre parti. Et il dit au passage, enfin le livre se termine par un appel à la gauche. Une tâche terrible revient désormais aux forces de la gauche en ce début du XXIe siècle. Il leur faut s'engager à chercher sans relâche de nouveaux contenus qui soient à la hauteur des temps, capables de remplir de forme moderne l'emballage presque vide sur lequel il est encore écrit gauche, etc., etc. Mais ça n'est pas ça que vous vous doutez que je voulais sur quoi je voulais attirer votre attention. Je voudrais attirer votre attention sur un passage de Raphaël Simonet où il dit « S'ajoute à cela, à tout ce qu'il vient de dire, le fait que durant l'époque moderne, des gauches de tous bords ont montré une attirance incorrigible pour différents types de causes perdues, douteuses ou franchement inqualifiables. » Il va très loin, peut-être que certains jugeront parmi vous qu'il va trop loin, mais il dit ceci. Qu'y a-t-il précisément de gauche dans la cause palestinienne et dans quel sens la gauche se sent-elle obligée de s'y investir politiquement? C'est un mystère pour beaucoup, y compris pour l'auteur de ces lignes, c'est lui qui parle. S'il s'agit de soutenir une cause planétaire dans le scénario mondial, il y en a beaucoup d'autres plus proches des idéaux de la gauche, par exemple, celle des peuples des Andes et des Indiens d'Amérique. D'ailleurs, les valeurs typiques de l'islamisme, y compris de celui que l'on qualifie de modéré, sont à l'opposé exact de celles que la gauche devrait par nature soutenir. La liberté de pensée et d'expression, l'éducation critique, la laïcité, la parité entre les sexes, les droits politiques et civils, la séparation des pouvoirs, le développement économique. L'illustration la plus évidente de cette propension est donnée par la sympathie durable pour la cause palestinienne, qui est ensuite passée à la cause arabe in toto et qui, chez certains, par une évolution non dénuée de cohérence, s'est transformée en une bienveillance voilée envers l'islamisme radical. Le revers de la médaille, surprenant lui aussi, est l'attitude de rejet face au problème juif qui, dans un certain cas, prend une touche presque antisémite. Voilà les lignes de Raphaël Simonet. C'est un constat qui est extrêmement dur pour la gauche, mais enfin, il y a certaines interrogations qui posent et qu'on pourrait reformuler à partir
de la guerre qu'Israël vient de traverser, et à partir d'un certain nombre de choses. Je pense, parmi ces interrogations, je pense au fait qui demeure quand même obscur, inexplicable. Qu'est-ce qui peut expliquer que le Parti des Verts et le Parti communiste soutient, par quelle aberration idéologique, soutient les tenants d'un islamisme pur et dur que représente le Hamas? Par quel tour de magie intellectuelle on arrive à cette aberration? Par quel tour de magie, qu'est-ce qui explique que des gens de gauche qui se sont rendus à Gaza, il n'y a pas si longtemps, je pense à ces indignés à 3 €, qui se sont rendus là-bas et qui sont revenus en nous racontant des sornettes, en disant que tout allait bien là-bas, en disant que Gilad Shalit, qu'ils avaient vu le Premier ministre, Ismaël Haniyeh, qui leur avait dit « Ah non, Gilad Shalit, c'est pas moi, ça doit être des gens qui sont incontrôlables. Nous ne savons pas, Ismaël Haniyeh, nous ne savons pas où se trouve Gilad Shalit. » Ces gens-là, je pense à Stéphane Hessel, je pense à Régis Debray, ils ont été là-bas. Et ils sont venus en nous disant « Mais tout va bien ». Et on se rend compte que, d'ailleurs on ne les a pas entendus dans pendant cette opération, on ne les a pas entendus, mais il faudrait quand même qu'ils nous expliquent comment ces gens-là, qui sont des gens très bien, ont envoyé des roquettes pour terroriser une population civile. Il y a quand même des questions. Qu'est-ce qui explique que des féministes, on découvre que des féministes de bonne facture, etc., se mettent à défendre les tenants de la charia à Gaza? Comment on peut expliquer cela? Comment on peut expliquer aussi, il y a une essayiste israélienne qui s'appelle Eva Illouz, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une spécialiste de la sociologie de l'amour. Il paraît que ça existe, c'est devenu une spécialité. En plus de son étude sociologique sur l'amour, elle fait un article qui est publié d'abord dans Haaretz et qui est publié dans Le Monde, pour nous dire une affaire Dreyfus. Voyez le caractère de l'État d'Israël, une affaire Dreyfus qui est l'honneur d'un pays comme la France, est tout à fait impossible et invraisemblable et ne peut pas arriver en Israël parce que ça n'est même pas imaginable. À quoi l'arrière-petite-fille du capitaine Dreyfus, qui s'appelle Yael Perle Ruiz, et qui est une amie, qui va faire d'ailleurs un colloque l'année prochaine sur les médias, elle va la faire en Israël, the media then and now, les médias à l'époque de l'affaire Dreyfus et maintenant. Ça sera très intéressant. Mais Madame Yael Perle Ruiz, ça fait une réponse dont on a repris malheureusement qu'une partie de l'article. J'espère que nous aurons l'occasion dans l'Arche de publier l'intégralité parce que c'est un article passionnant. Et elle dit un certain nombre de choses très simples. Elle dit, Madame, vous oubliez une chose. D'abord, qu'est-ce qui vous autorise à dire qu'une affaire Dreyfus est impossible en Israël? Elle est impossible peut-être parce que ça ne pourrait pas arriver. L'armée est une institution très préservée, préservée de ce type de dérive. Mais si ça devait arriver, qu'est-ce qui vous permet de dire que ça ne serait pas dénoncé
Israël est un État démocratique, c'est une démocratie, c'est un État de droit, avec une justice qui est le fleuron des institutions du pays, avec une Cour suprême qui a envoyé un président en prison et un ancien Premier ministre en prison également. Une Cour suprême dont des juges arabes israéliens, qui est composée de juges, dont des juges arabes israéliens à l'intérieur de la Cour suprême, des écrivains engagés, des écrivains très engagés dans la lutte des droits de l'homme, des associations de droits de l'homme, en veux-tu, en voilà. Donc, qu'est-ce qui vous autorise à dire cela? Pourquoi vous dites cela? Pourquoi vous dites que une affaire Dreyfus n'est pas, elle est possible en France, mais elle n'est pas possible en Israël? Donc, voilà un certain nombre de questions qu'on pourrait, dans le sillage et dans le prolongement de Raphaël Simonet, adresser aujourd'hui à la gauche. Je travaille en ce moment, quelqu'un me demandait sur quoi je travaillais en ce moment, je travaille sur un certain nombre d'amitiés intellectuelles, et je travaille notamment sur Péguy et l'amitié entre Péguy et Bernard Lazare. Et cette amitié, elle est née au moment de l'affaire Dreyfus. Il y a un événement tout d'un coup qui rapproche ces deux hommes, qui sont deux journalistes, et ces deux journalistes sont saisis par cet événement et ils décident que, voilà, on va s'engager comme journalistes. Donc, deux journalistes qui en même temps connaissent bien les tares du métier, les défauts du métier, et qui les dénoncent l'un et l'autre, et Péguy et Bernard Lazare. Et les tares du journalisme, c'est, ils en dressent la liste, l'habitude, l'esprit de meute, d'aller toujours dans le même sens, la répétition mécanique, le fatalisme, et par-dessus tout, la peur du ridicule. Par peur du ridicule, on accepte de dire ce que tout le monde dit. Et tout d'un coup, il y a un événement qui déjoue tout cela et quelque chose qui arrive et qui prend une dimension particulière et qui force les gens à revenir sur des positions acquises, à modifier leur regard. Et au fond, c'est ce que dit Raphaël Simonet. Il dit que la gauche a perdu cette faculté de se laisser surprendre par un événement. Il y a des événements qui se produisent, on calque les attitudes qui sont celles qui sont les habitudes habituelles de la confrérie, et on se conforme à ces habitudes-là. On parlait tout à l'heure de Daniel Pearl. Je n'ai pas connu la femme de Daniel Pearl. J'ai bien connu le père et la mère, qui sont des gens absolument extraordinaires. J'étais à Los Angeles chez eux. Ils sont venus ici aussi, et nous avons fait comme vous. Je suis très content d'être dans une loge qui porte le nom de Daniel Pearl, parce que c'est un journaliste immense qui avait le sens de la justice, tzedek, et qui avait aussi le sens de la vérité, qui poursuivait la vérité. Marianne Pearl raconte dans son livre, elle lui dit à un moment donné, il se trouvait en vacances, et elle pousse sa chaise à côté de lui, et il était un peu pensif, et elle lui dit qu'est-ce qui est
le plus important pour toi dans le journalisme? Il réfléchit et il dit la vérité, la recherche de la vérité. Et je crois qu'il ajoute aussi l'éthique, la recherche de la vérité et l'éthique. Et donc voilà, c'est une forme de journalisme, Péguy, Bernard Lazare, Daniel Pearl, qui s'est manifestée au moment de l'affaire Dreyfus. C'est pour ça que je dis aussi que Zadok Khan, c'est quelqu'un aussi, Zadok Khan, moi je suis assez admiratif, pas seulement à cause de la traduction de la Bible qu'il a faite, et depuis nous vivons tous sur cette traduction, hein, il n'y en a pas eu d'autres, il faudrait que le rabbinat se réveille un peu pour nous donner quelque chose parce que ça date quand même de très longtemps. Mon dictionnaire intime de la Bible, je me fonde sur la traduction de Zadok Khan, et moi elle me convient, elle a été l'objet de beaucoup de critiques, notamment pour son côté un peu vieillot, mais je vous dis très franchement, je préfère de très loin cette traduction à celle d'André Chouraki ou de Henri Méchenique, qui est très littéraire, mais qui est un peu alambiqué à mon goût, et on perd ce qui fait pour moi, ce qui fait, je veux dire, le côté incomparable de la Bible, c'est sa simplicité. Et moi, je suis reconnaissant à Zadok Khan pour la simplicité de sa traduction, mais aussi parce qu'il a été le premier à prendre une position sur l'affaire Dreyfus, je crois. Il me semble que ça a été un des premiers à prendre position sur l'affaire Dreyfus. Ça nous éloigne un peu d'Israël, mais je veux dire, trouver une essayiste qui vous dit dans les colonnes, parce que bon, peut-être que dans Haaretz, ça se justifiait, elle parle au fond à des lecteurs israéliens, elle leur dit est-ce que c'est possible, est-ce que ça n'est pas possible. Publier cela dans le monde en disant voyez ce peuple, il est incapable de faire comme vous. Un peuple qui, au moment de Sabra et Shatila, il y a eu quoi, 300 000 personnes qui étaient dans la rue pour dénoncer un massacre où ils n'étaient même pas responsables. Alors, dire que ce peuple est incapable de grandeur, incapable de s'élever au-dessus, incapable de dénoncer une injustice, je trouve que c'est scandaleux de dire ça, quand on sait que ça n'est pas vrai, parce qu'elle connaît cette société, elle sait très bien ce que représentent un certain nombre d'institutions, la justice, la Cour suprême, les écrivains engagés, les associations de droits de l'homme. Donc écrire cela, ça relève d'un esprit mauvais. Et c'est pour ça que, bon, on a évoqué l'affaire Dreyfus au passage, ça ne concerne pas, ça nous éloigne beaucoup des élections israéliennes, mais pas tant que ça. Merci. Bien, merci pour ce tableau et pour aussi avoir trouvé des points communs entre Zedek, Zadok Khan et Daniel Pearl. C'est très bien. Je crois qu'on va un peu ouvrir le débat un peu sur tous les thèmes que tu as évoqués. Alors sur le dernier, c'est vrai, ce qui nous étonne souvent, c'est de voir, comme on a parmi les plus fervents détracteurs d'Israël, on a beaucoup d'Israéliens, de Juifs, on les entend d'ailleurs, ça fait la joie de beaucoup de journalistes. On se demande pourquoi, justement, il y en a tellement, on n'a pas besoin de chercher souvent des adversaires loin, on les a souvent dans notre famille. On a dans le journal Le Monde en particulier, régulièrement des articles faits par des professeurs d'universités israéliennes qui sont, pas d'autre mot, anti-israéliens.
qui remettent en cause complètement, des fois même la légitimité même de l'État d'Israël, alors qu'ils vivent en Israël. On va à l'UNESCO, puisque je suis de temps en temps à l'UNESCO pour le Bnei. On va inviter Stéphane Hessel, on va inviter Ronnie Brofman à la commission Culture de la paix. Et ça marche, ça fait le plein, tout le monde est content. Et bon, c'est vrai que c'est assez curieux. C'est une explication psychanalytique. Oui, c'est vrai, mais parfois il s'avère qu'ils se revendiquent comme juifs, ils ne le sont pas nécessairement. Stéphane Hessel se dit juif, se déclare juif. Je ne sais pas dans quelle mesure... moi, je me souviens de Stéphane Hessel, les premières années de la radio. Il venait à la radio, il était ambassadeur de France à l'époque, et il cherchait une place, et il a dit des choses très gentilles, y compris on l'invitait dans des réunions, on l'invitait dans des... quand on faisait des choses autour de la radio, il venait. Et puis, un jour, il a disparu. Chercher la femme, comme dit l'autre. Mais bon, c'est pas, je veux dire, c'est pas l'insulter que de dire qu'il a eu je veux dire, un parcours avec une rencontre qui a modifié sa vie et qui l'a poussé vers des engagements qui n'étaient pas... Aussi une volonté de reconnaissance que moi je voyais déjà à l'époque où il était proche de nous. Une volonté de reconnaissance, mais à l'époque il ne se disait pas juif. Aujourd'hui il se dit juif, je ne sais pas s'il l'est. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il suffit pas. Parfois vous avez des noms qui ne veulent rien dire. Hein. Vous savez, il n'y a pas longtemps, le directeur du Monde qui s'appelait Israël Levitch est décédé. Et évidemment, sur la toile, il y avait bon, ça s'est déversé en disant, c'est pas étonnant, Le Monde, regardez, c'est Dreyfus et Israël Levitch, c'est le lobby juif, etc. On a entendu ça tant et plus. Et moi, j'avais, il n'y a pas longtemps, Alain Frachon, qui est le directeur par intérim du Monde, et je lui ai demandé, il m'a dit non, il allait aux obsèques, il m'a dit, il n'est pas juif, il est... Son père est juif, mais sa mère ne l'est pas, et il a même une sœur qui est dans les ordres, enfin bon. Donc je veux dire, c'est tout à fait... Parfois, ça ne veut strictement rien dire. Mais est-ce qu'il y a des questions sur l'actualité Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous nous avez dit. Je voudrais vous poser deux petites questions rapides. Vous demandez un éclaircissement sur l'étrange silence du Hezbollah pendant la guerre et peut-être nous préciser le rôle qu'a joué pour la première fois l'armée libanaise qui, je crois, a eu tendance à maintenir le couvercle pour que ne puisse pas s'ouvrir un deuxième front. Est-ce que vous pourriez nous apporter des précisions sur ce phénomène-là? Parce qu'il est bien évident que le grand frère du Hezbollah, un peu empêtré en Syrie, aurait bien voulu s'affirmer et défendre son petit frère du Hamas, et il n'en a rien été. Est-ce qu'il y a quelques éléments que vous pourriez nous donner? Et je voudrais rebondir sur la question, sur ce que vous avez dit par rapport aux journalistes de gauche, à la gauche en général, mais aux journalistes plus particulièrement. Ma question, c'est pas pourquoi, c'est comment, d'après vous, pourrait-on les faire changer? Parce que l'histoire juive israélienne est, comme vous l'avez dit, à la limite de l'exemplarité. Qu'est-ce qui fait que ces gens, que je ne prends pas pour des idiots, qui sont doués d'intelligence, soient tellement braqués, orientés? Quel est pour vous, journalistes, les éléments, les méthodes que nous devrions employer peut-être, nous ou pas nous, l'État, le ministère, je ne sais pas, pour qu'il y ait un déclic qui ne fasse pas devenir les journalistes
pro-israélien, mais simplement juste? Deux excellentes questions. Je ne suis pas sûr d'être en mesure de vous apporter des lumières vraiment sur les deux points. Sur le premier point, le Hezbollah, il y a aussi, il ne faut pas oublier le fait que la population, c'est une aussi des singularités de cette guerre à Gaza. La population, les enfants, enfin la population civile était là-haut, mais toute la nomenclatura militaire et politique était, elle, sous les abris. C'est-à-dire les enfants, c'était exactement l'inverse de ce qui se passait en Israël. Les enfants étaient sous les abris et les militaires étaient là-haut. Là, on avait affaire exactement à l'inverse. C'est-à-dire les enfants, il n'y avait pas d'abri, puisqu'ils n'en ont pas construit. Ils ont trouvé les moyens quand même. Ils ont trouvé, voilà, pour des lance-missiles. Exactement, mais pas pour protéger leur population. En revanche, les chefs militaires étaient sous les abris. Ils étaient sous les abris tout simplement parce qu'ils craignaient pour leur propre survie. Et je crois que le Hezbollah a dû faire la même analyse. Il devait y avoir la peur simplement pour leur propre vie. Sur le deuxième point, c'est un point sur lequel j'ai réfléchi parce que, je vous dis, dimanche dernier, on a eu une réunion similaire à la vôtre où on parlait de cela. Il y avait quelqu'un de Médecins sans frontières qui a dit des choses très, très justes, et notamment ça, que le fait de ne pas protéger sa population, ça relève du crime de guerre. Et il y avait donc Martine Gozlan qui a dit des choses très accablantes pour Israël. Elle en a le droit, mais dans un premier temps, le public applaudissait à chacune de ses répliques, et puis ça s'est un peu modifié par la suite, parce que j'ai l'impression quand même que les gens ne se rendent pas compte. Ils voient 3 militaires tués d'un côté et un certain nombre de civils de l'autre. Il y a comme une espèce d'automatisme. On ne va pas plus loin. Et on ne va pas plus loin parce qu'on n'est pas en mesure d'imaginer. Il y a beaucoup de fautes qu'on peut commettre, il y a beaucoup de péchés, comme on dit à Kippour, qu'on fait par manque d'imagination, parce qu'on ne peut pas imaginer les choses. Et quiconque ne s'est pas trouvé, c'est pour ça que les Anglais, dans un premier temps, ont été très bons, après ça s'est un peu gâté, mais les Anglais ont été très bons, le ministre des Affaires étrangères a tout de suite apporté un soutien, parce qu'ils ont vécu ça. Londres a vécu ça, de savoir ce que c'est que de vivre sous des roquettes, ce que ça exige comme courage et comme organisation, et c'est extraordinaire. Moi, je dois vous dire que j'avais été un peu, j'étais revenu de la guerre du Liban avec une boule dans la gorge, parce qu'il y avait aussi une désorganisation. Il y avait aussi une désorganisation à l'époque. On ne savait pas où mettre les gens. Il y avait eu M. Gaïdemac, d'ailleurs, qui avait fait des tentes. Et j'avais été visiter ces tentes. Et j'ai eu un choc en voyant ces gens quitter leur... ce sont des choses qu'on ne peut pas montrer pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Mais je vous jure que quand vous encaissez ça, que vous voyez des gens obligés à la promiscuité pendant des jours et des jours, loin de leur maison, avec... les enfants, la famille, tout le monde assis par terre dans des tentes prêtées par Gaïdemac, je vous jure que ça vous fiche un coup. Hein. Et donc, si vous n'avez jamais été là-bas, et si on ne vous explique pas ce que c'est, à savoir que c'est quand même
c'est quand même, je veux dire, la distance entre Paris et Meaux. De Meaux ou de Chartres, on vous envoie des roquettes, et on vous envoie des roquettes à un rythme effréné. À un rythme effréné, ça atteignait des centaines par jour pendant ces Ça faisait presque penser aux orgues de Staline. Si vous avez des images des Russes tirant sur les nazis avec cette invention qu'on appelait les orgues de Staline. Donc c'est d'une série de 12 canons qui tirent en même temps, c'était presque ça. Moi, je crois qu'il y a ça aussi. Il y a le fait qu'on n'imagine pas ce que c'est, et je suis persuadé que les gens qui vont sur place ou qui entendent le récit, parce que les Israéliens sont quand même pudiques, ils ne racontent pas tout, mais c'est quand même une souffrance, et ça exige une organisation extraordinaire, et le fait d'avoir forcé, enfin de s'être forcé à aller dans les abris pendant 8 jours, de cette manière-là, avoir habitué les enfants à faire ça, ça relève d'une force particulière que tout le monde n'a pas. Enfin, moi, je n'ai pas de réponse à apporter pour les journalistes, mais je pense que quand on est dans l'idéologie, on ne voit pas le réel de la même manière que quand on cherche véritablement la vérité. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de journalistes sont vraiment dans l'idéologie. Pour changer les choses, je n'ai pas de réponse. La seule chose que je peux dire, c'est que nous, les Hébreux, on envoie des non-juifs en Israël, et que quand ils sont perclus de tout ce qu'ils ont entendu, de tout ce qu'ils ont vu dans les médias, et il y a des petites choses qui nous ne nous apparaissent presque plus. Par exemple, quand ils arrivent à Jérusalem et qu'ils voient que les rues le nom des rues est écrit en anglais, en hébreu et en arabe, ben, ils se disent, c'est pas possible, où est-ce que je suis là? Par exemple, lorsqu'ils vont sur le mont du Temple, et que là ils voient que par exemple tout est écrit en arabe et que rien n'est écrit ni en hébreu ni en anglais, ils font la différence. Ce sont des petites choses, on va emmener la terre entière en Israël, c'est vrai. Et je pense que, en tout cas, ceux qui sautent le pas et qui vont dans le pays se rendent compte vraiment de plein de choses. Et tu disais, ils reviennent convaincus. Ils reviennent, voilà. En tout cas, ils reviennent avec un doute. Ils reviennent avec un doute. Et avoir le doute, c'est déjà quelque chose. Et ils reviennent aussi avec l'idée qu'en définitive, je ne parle pas pour toi, moi, mais ce que leur disent les journalistes et ce qu'ils entendent, c'est souvent l'idéologie, c'est pas souvent la réalité. C'est qu'un même fait peut être tourné et dit et donc c'est une victoire. Alors, je ne sais pas comment on peut, je sais que le Libri, il y a de nombreuses années, avait emmené des journalistes en Israël, il y a longtemps, et des journalistes qui avaient vraiment changé leur manière d'approcher le conflit. Aujourd'hui, est-ce que l'idéologie est tellement forte? Je ne sais pas, mais là, c'est quand même... Il y a le projet de peut-être. Il y a des projets, peut-être. il y en a pas mal. On a un projet dont on avait parlé d'envoyer des blogueurs dans tout ce qui est green tech en Israël, puisqu'en fait, c'est un peu difficile de changer la vie des journalistes, et que c'est vrai que en fait, le journaliste, il n'est pas tout seul, il a une rédaction avec un directeur de rédaction. Les choses sont déjà plus ou moins préétablies dans la rédaction, et c'est difficile d'amener sa voix et de dire j'ai envie de faire ça, publie-moi. En général, c'est une équipe, et même des fois, il peut même avoir des problèmes après avec les SR, secrétaire de rédaction. J'ai vu ça sur Grazia, où j'ai une amie qui avait fait un article sur Israël, sur les femmes kamikazes. Et en fait, son article a été boycotté à un moment donné par les SR, parce qu'en fait, c'est revenu le rédacteur en chef, parce qu'il disait qu'on ne voyait pas assez pourquoi elles étaient rentrées dans cette dynamique, tout ça, et que l'article était partisan. Donc ils ont fait sauter l'article. Et du coup, elle s'est quasiment retrouvée à l'index de la rédaction, j'imagine. Alors maintenant, elle a un peu de mal, mais c'est vrai que donc, les journalistes, c'est un petit peu difficile. Et maintenant, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un moyen de toucher énormément de gens. Maintenant, il y a beaucoup de journalistes en herbe qui travaillent, qui ont des blogs et qui parlent, par exemple, tout ce qui est les nouvelles technologies, l'écologie. Et en Israël, ils sont quand même à la pointe là-dedans. Souvent, les journalistes, excuse-moi, sont un petit peu fainéants.
et qu'ils reprennent souvent l'information qui circule et qui circule bien. Donc on se disait à Daniel Pearl, pourquoi ne pas essayer de prendre les 10 ou 15 meilleurs blogueurs, influenceurs sur ces domaines, et surtout sur ce qui est l'écologie et Green Tech, parce que c'est un endroit où en fait la plupart sont pas très pro-israéliens, vu que ils sont même complètement anti. Sur la flottille, il y avait beaucoup de verts. Il faut mieux parler à ces gens-là qu'à nos amis. Donc on est en train d'essayer de monter ça, c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué, on va essayer de s'appuyer aussi avec toi et la commission Israël pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus important et consistant, mais je pense que c'est un bon moyen aussi de contourner, parce que beaucoup de gens en fait maintenant font leur journal à la carte. C'est-à-dire qu'ils sont sur leur page Google News ou tout comme ça, et puis ils ont un article là, et puis ils font en fait leur magazine eux-mêmes. Et à l'origine, très souvent, il y a toujours l'AFP. Attends, il y a Albert, et après... Moi, je voudrais juste prolonger ce qui vient d'être dit, mais je suis sûr que vous le faites de toute façon. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme tu viens de le dire, chacun est journaliste à sa façon. Nous sommes tous des producteurs d'informations dans la mesure où nous vivons à l'ère d'Internet. Et donc, il y a une manière d'être présent dans les réseaux sociaux qui est extrêmement importante, parce qu'il se dit beaucoup de choses dans les réseaux sociaux, il se dit beaucoup de choses sur la toile de manière générale, dans les commentaires des journaux ou des chaînes de télévision, et moi je vous invite à le faire. Je suis persuadé que vous le faites déjà, parce que on est comme ça, nous on est quand même une population très, très politisée, très active, et on ne bat jamais les bras, donc, mais saisir toujours l'occasion de rectifier les choses, de ne pas laisser passer les bêtises qui peuvent se dire sur notre compte, même si c'est vu par un petit nombre, c'est quand même important et il faut le faire. Albert. Oui, moi simplement, vous avez parlé tout à l'heure de cette alliance anormale et inexplicable qui est dite par le journaliste italien entre l'islamo-fascisme et la gauche actuelle. Bon, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on approfondisse, puisqu'on est là tous ensemble en groupe, cette question qui est quand même fondamentale aujourd'hui et qui perturbe pas mal quand même beaucoup de gens. Et je pense quand même que, moi j'émets une hypothèse, je pense que nous sommes dans un milieu qui était à l'origine chrétien et qui s'est éloigné de la religion, mais qui recherche une certaine spiritualité. Je me demande s'ils n'ont pas trouvé un nouveau Christ dans le palestinien. Albert, c'est noté. J'ai été sur le tout à l'heure, en fait c'est vrai, quand les gens d'Israël, ça change. Alors il y a deux autres étapes, dans les journalistes, il y a les hommes politiques, les députés qui ont été emmenés par l'UPJ il y a quelques années. Alors il y a bien sûr Boasgan, on connaît tous, il y a Lefebvre, il y a quelques autres. Et puis récemment, il y a eu la mission avec Chalcouni et quelques imams. Mais c'est véritablement homéopathique, c'est un peu ça. Ça touche quelques-uns, peut-être change, et on n'arrive pas à diffuser. Alors, pour diffuser, effectivement, le problème. Je vais prendre un exemple sur les journalistes. L'autre jour, il y avait Bourdin qui a interrogé quelqu'un, et c'était, je crois, c'était le ministre des Affaires étrangères, la responsabilité des Lapidus. Et puis, il voulait absolument lui faire dire qu'il allait aller contre Israël, mais à plusieurs reprises, il est revenu sur le blocus. Et je n'ai pas trouvé le mail de Bourdin pour l'écrire, mais le blocus israélien n'existe pas, parce que pendant la guerre en question, il y a tous les jours 150 camions qui alimentaient quand même la population. Le blocus est uniquement pour les armes. C'est pas donc, il y a ce truc qui est idéologique. Alors, les réseaux sociaux, certainement, enfin, il faut un truc de masse, parce que les trucs homéopathiques,
Je crois que c'est bien, mais ça sert à rien. C'est vraiment une action de masse. On a parlé des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est ça le grand thème. Mais il faut absolument s'organiser pour le faire. Pour modifier le truc, pour modifier l'AFP, pour modifier. On ne va pas modifier le Quai d'Orsay, je ne crois pas. Non, ça, je pense que c'est une cause perdue. Cette remise en cause d'Israël, on a parlé d'idéologie, alors ça me rappelle, il y a quelques années, il y avait des manifestations à San Francisco contre l'apartheid israélien. Ils avaient simplement oublié que le consul israélien à San Francisco était un arabe. Vous voyez un peu la situation. Bon, un autre aspect, c'est tout simplement l'ignorance. J'ai été, il y a quelques mois, à une conférence à l'école de journalisme à Paris. Il y avait deux jeunes frais moulus de l'école et il y avait Antoine Sfer. Alors les deux jeunes étaient plus ou moins spécialistes du Moyen-Orient. Il y en avait un qui avait été plus ou moins envoyé par le monde. Donc ils étaient évidemment pro-palestiniens, mais ces jeunes-là, ils ne savaient pas l'arabe. Ils ne savaient pas l'arabe. Ils ont dit des tas d'idioties sur Israël. Ils ne connaissaient pas l'arabe. Alors Antoine Sfer, lui, il les a remis en place parce que lui, il sait de quoi il parle. Il est capable de lire des journaux en arabe. Et donc, voilà, il y a cet élément-là. Mais est-ce qu'ils avaient été en Israël, ces jeunes? Oui, ils avaient été en Israël, au Liban et partout. Mais ils n'étaient pas capables de lire les journaux en arabe. Oui, dans la recherche de la vérité, il faut la connaissance. Et parmi tous les journalistes qui écrivent, qui parlent sur Israël, à votre avis, quel est le pourcentage de ces journalistes qui connaissent Israël? Parce que tout vient de l'AFP, et donc est-ce qu'on peut les envoyer en Israël? On va organiser des voyages. Il y a des gens, vous savez que Israël est le pays qui a une couverture de presse la plus abondante au mètre carré. Seulement le problème est de savoir combien de temps ces gens-là restent. Quand ils restent suffisamment de temps pour connaître la réalité israélienne et pour comprendre les enjeux. J'ai cité tout à l'heure Alain Frachon. Alain Frachon est quelqu'un qui connaît bien les choses, qui a vécu suffisamment de temps et qui, aujourd'hui, même quand il écrit sur Israël en étant à Paris, comme directeur du Monde, il peut lui arriver de critiquer Israël, il peut lui arriver de critiquer la construction de logements, mais il connaît, il sait, il n'y a pas de mauvaise, il n'y a pas de mauvaise action chez lui. Voilà, ce sont des analyses politiques et c'est cela dont on a besoin. Maintenant, vous avez beaucoup de gens qui vont en Israël, qui passent 3 jours. Vous connaissez la fameuse formule du type qui rencontre qu'est-ce que tu fais en Israël? Il dit, je suis venu écrire un livre. Il dit, tu es arrivé quand? Il dit, je suis arrivé hier. Et tu restes quand? Il dit, je reste aujourd'hui. Et tu repars quand? Il dit, je repars demain. Ah bon? Et tu vas écrire un livre sur Israël? Mais comment ça va s'appeler? Il dit, Israël, hier, aujourd'hui et demain. Il y a aussi ça, hein. Qu'est-ce que vous pensez d'un journaliste comme Charles Anderlin? Du mal. Lui, il vit en Israël. Il connaît bien le pays, il connaît... Pourquoi est-ce qu'il raconte Il s'est calmé. Écoutez, voilà quoi, la volonté de reconnaissance, la volonté de la renommée, le désir le refus de reconnaître une faute, parce qu'il y avait une faute professionnelle, le refus de la reconnaître, et le fait qu'il s'est empêtré là-dedans, parce que bon, il aurait reconnu son erreur au début, ça aurait quand même facilité beaucoup les choses. Il s'est empêtré. Et voilà, et il s'est déconsidéré aussi. Ça n'explique pas l'acharnement de sa direction jusqu'à la présidence à le défendre bien. En même temps, les journalistes, c'est une corporation, donc c'est normal
que dans cette corporation, les gens se tiennent les coudes. Oui, d'accord. Oui, mais enfin, vous avez eu quand même... ils l'ont défendu jusqu'au moment où ils ne pouvaient plus aller plus loin. Et vous avez entendu quand même chez quelqu'un comme Olivier Mazerolle ou même chez l'ancienne directrice de l'information. Ah non. Non, Elle a jamais changé. Arlette Chabot. Arlette Chabot. Starlette Cabot, elle n'a jamais changé d'un iota. Non, elle n'a pas changé. Non, elle n'a pas changé, je vous assure. Elle a été le premier rempart pour défendre Anderlin. Et en tout cas, l'actuelle, qui s'appelle Nathalie Saint-Cric, qui a été à plusieurs reprises en Israël, qui connaît très bien. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec elle. Elle est tout à fait consciente. Alors, je ne sais pas, il y a probablement le système, la corporation qui joue, la confrérie, etc. Mais quand vous discutez avec elle dans le privé, je reconnais que c'est dans le privé, elle n'est pas allée le dire à la télévision, mais elle est tout à fait consciente que c'était une erreur professionnelle. Soutenu par le président, par le ministre Mitterrand et par le président Sarkozy. Le président Sarkozy a soutenu, puisque dîner du CRIF, il a refusé les arguments de Rasquier contre, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Voilà, attends, et vous pouvez repréciser. Comment expliquez-vous qu'il est encore en poste au Moyen-Orient? Et on va prendre trois. À mon avis, je ne veux pas dire de choses qui soient dont je n'ai pas la preuve, mais enfin, je le connais bien, je sais comment il travaille, etc. Et tous les journalistes savent que il travaillait en étroite collaboration avec le Quai d'Orsay. En étroite collaboration avec le Quai d'Orsay et avec un moment même une envie de jouer un rôle, de faire rencontrer des gens à l'intérieur de son bureau, etc. Et à partir de ces moments-là, on sort du cadre de journaliste et on est très loin de l'exemple de Daniel Pearl et de quelques autres. Heureusement, il y en a quand même. Alors, pour les Israéliens, c'est la poussée des islamistes au niveau de l'Inde. Il y a 20 millions d'Indiens, d'hindous, par an qui se convertissent du bouddhisme à l'islam. Il faut savoir. C'est beaucoup, un million. C'est énorme, ça. Vous êtes sûr de votre chiffre? C'est considérable. Il y a 120 millions de musulmans. Non, c'est pas possible. C'est déjà pas mal. 20 millions par an, ça ne va pas doubler en 5 ans. s'il vous plaît, vous avez été sage jusqu'à présent, essayez de rester discipliné. Philippe. Oui, je voudrais revenir au début de ce que vous avez développé, et on a développé après, c'était sur la position de la gauche vis-à-vis d'Israël. Moi j'ai le sentiment que dans le monde dans lequel on est, de plus en plus, d'abord on est submergé d'informations, donc on n'a pas eu le temps d'aller au bout d'une information, parce que dès qu'on commence à s'intéresser à un sujet, le lendemain il y a autre chose. Donc on est fait le sujet de la veille, donc comme vous disiez, on a réagi sur les réseaux rapidement, et puis après le lendemain on passe sur le réseau. Mais je crois qu'on est dans un monde où tout est tellement normal, je ne pense pas à Hollande, je pense à notre vie qui nous emmène de manière assez rapide, qu'il y a des phases de réaction à l'extérieur. Des phases de réaction, qu'elles soient à droite ou à gauche. Elles sont très fortes. On a que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite. Et on retrouve ce que vous avez décrit sur la position de la gauche, les systèmes d'extrême gauche ou de la gauche, la droite, l'extrême droite, enfin je pense plutôt aux extrêmes de la partie centrale, qui est systématique. Et Israël se situe un petit peu comme le juif des nations. C'est-à-dire que c'est le pays, un peu punching ball, qui ne fait pas partie des grands ensembles, où en tant qu'un élément du grand ensemble qu'est l'Occident, bah, tout à coup il est loin. Et on a un monde qui est en train de s'organiser en différents pôles, on dit qu'il y a 8 pôles. Il y a l'Occident, l'Inde, la Chine, le Japon, le pôle africain, sud-américain, et puis la MENA. MENA, c'est non pas MENA de MENA, mais North Africa, Middle East, North Africa, le monde arabe.
Et Israël, et c'est marrant, en tant qu'État juif, un petit peu là-bas dans le coin, entre l'Afrique, l'Asie, l'Occident et la mer. Et donc, sur le coup, c'est insolutionnable. C'est insolutionnable. C'est-à-dire qu'on doit se défendre sans arrêt, mais on doit savoir que chaque jour, on aura un autre sujet à défendre, et que peut-être le mieux, ce serait peut-être d'anticiper, sauf qu'on ne sait pas ce qu'il faut anticiper. Mais dans tout ce que vous avez dit, c'est un petit peu ce que je voulais retenir. Ça n'est pas faux, c'est une réalité. Je vais vous en proposer une autre qui me semble aussi définir un peu la singularité de ce conflit et qui a été développée non pas par moi mais par Avraham Yehoshua, qui est un écrivain israélien qui vient de recevoir le prix Goncourt. Et on a demandé un jour à Avraham Yehoshua pour quelle raison est-ce que ce conflit ne trouve pas de solution. Ça existe depuis 100 ans. Il y a eu des négociations de toutes sortes, des négociations bilatérales, des négociations multilatérales, des émissaires qui ont été envoyés, des conférences internationales, des médiateurs, des conférences secrètes, des conférences semi-secrètes, des conférences ouvertes, bon, qui ont donné quand même lieu à un traité de paix, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas tout assombrir, entre Israël et l'Égypte et entre Israël et la Jordanie. Mais pour quelle raison, en dépit de tout ce déploiement diplomatique pour résoudre un conflit, tout le monde y est essayé et on n'y arrive pas? Qu'est-ce qui fait que ce conflit ne ressemble à aucun autre et qu'est-ce qui fait la singularité de ce conflit? Et Avraham Yehoshua a fait une réponse qui me semble très juste. Et il a dit la chose suivante, il a dit il n'y a pas de précédent à une aventure comme celle qui est arrivée au peuple juif d'abandonner son territoire souverain pendant 2000 ans et tout d'un coup, en partant, chassé par les Romains, etc., en disant attendez une seconde, on va revenir, vous verrez. Et puis 2000 ans après, il rapplique et il s'installe et non seulement il s'installe, c'est ça qui n'a pas de précédent, mais il ne chasse pas la population qui était sur les lieux, qui n'était pas une population souveraine, mais qui était une population qui résidait quand même là-dedans. Contrairement à beaucoup d'autres cas, les Américains ont fait ça avec les Indiens, les Australiens ont fait ça avec les aborigènes. Je vous jure que je reviens, moi j'étais cet été avec ma femme en Australie, on voulait voir un peu ce que c'était, et je vous jure que les aborigènes, il y en a une partie qui ont été massacrés, et les autres, ils vous font visiter le pays, ils sont de gentilles figures dans les mains de l'Office du tourisme. Ils ont leur propre guide, ils vous font visiter le Kakadou, voilà notre culture, etc. Et tout le monde est content et personne ne dit rien. Ou en Nouvelle-Zélande, c'est la même chose. En Nouvelle-Zélande, au moins, ils ont passé un accord avec les Noirs locaux, mais en Australie, ils n'ont même pas passé de... Ils les ont tout simplement massacrés ou subjugués, et ils en ont fait ce qu'ils ont voulu. Et personne ne dit rien, et l'Australie est un grand pays ami d'Israël, d'ailleurs. Et les aborigènes vont même en délégation visiter Yad Vashem. Voilà la situation. Il n'y a pas d'exemple qu'ils ne pouvaient pas le faire. Nous ne pouvions pas, au lendemain de la guerre, ni massacrer, ni expulser quiconque.
Et voilà le drame ou en tout cas voilà la singularité de ce conflit, et voilà pourquoi il a du mal à trouver une solution. Et parce que aussi on a perpétué les choses et on s'est arrangé pour que des réfugiés, comme dit Madame Enad Wilf, qui est une députée du parti Ha'atzmaut, elle dit mais comment on peut considérer que des gens qui sont des fils de Palestiniens aujourd'hui installés à Gaza, dans un territoire souverain a priori, comment on peut les qualifier de réfugiés? Elle n'est pas contre que les gens, que la France continue à aider cette population, à lui envoyer de l'argent, mais elle est contre le fait de leur accorder un statut de réfugié, parce qu'ils ne sont pas réfugiés, ils sont sur leur propre terre et ils ont une autonomie. Comment vous pouvez les considérer comme réfugiés? Ils sont à l'ONU. Oui. Il y a un autre élément aussi, c'est que si on remonte dans l'histoire et qu'on fouille un peu les archives, notamment anglaises et américaines, des journaux et des médias qui étaient présents en 47-48, on retrouvera les déclarations des grands chefs arabes qui ont appelé les populations palestiniennes à partir. Et quand on part, on n'est pas réfugié. Je voudrais apporter juste un point de vue à critiquer sur ce qui fait perdurer le conflit. C'est aussi que c'est le seul conflit au monde qui serve d'alibi à une multitude de pays dans la région. La Syrie et toutes les pétromonarchies, toutes les dictatures sont ravies quand elles perdent la cote auprès de leur population de pouvoir dire « tous unis derrière moi contre les Juifs et contre Israël ». On l'a très bien vu même au début du conflit avec la Syrie, où quand il a compris qu'il perdait pied avec sa population, il a envoyé des civils qu'il avait payés, paraît-il, se faire tuer, massacrer devant la frontière pour essayer d'en faire un conflit régional et pour qu'on tue des Syriens pour essayer de remobiliser. Donc je crois que c'est un des éléments aussi qui explique, c'est qu'il y a une complicité régionale qui est effectivement sans précédent. Oui, bien sûr. On a parlé des journalistes qui sont hostiles à Israël beaucoup. Moi, j'aimerais parler des amis d'Israël, ceux qui défendent Israël. Donc, par exemple, VHL. Vous connaissez bien, il est toujours dans les médias juifs, il est très admiré par les juifs. J'étais très étonné récemment de trouver un article de lui dans Le Point. Il a une chronique là-bas permanente. Et c'est tourné là, c'était de nouveau défense d'Israël. Ça s'appelle Obscénité, je pense. Oui. Tout le monde connaît cet article. Je pense que c'était comme toujours une défense d'Israël, mais là j'étais étonné de trouver une phrase qui est mensongère, qui disait que le Hamas est arrivé au pouvoir par la violence. La force. Et ça, cette tendance qui ont beaucoup de gens de faire oublier qu'en 2006, le Hamas est arrivé au pouvoir par les mesures, par des élections libres, ça je trouve très grave. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez à ça. Attendez, parce que vous avez dit justement quelque chose d'important. Vous nous avez dit que vous avez posé la question pourquoi les gens de gauche soutiennent Gaza. Oui. Et moi, je pense que cette stratégie des gens comme VHL de faire oublier les élections, le fait simple que le Hamas a pris le pouvoir par l'élection, que les Palestiniens ont soutenu massivement le Hamas, c'est ça en fait qui permet aux gens de gauche, c'est ça la réponse peut-être à votre question, c'est ça qui permet aux gens de gauche de dire nous on soutient les civils, la population civile et pas le Hamas. Oui, mais vous omettez quand même une chose. C'est vrai que le Hamas est arrivé par les urnes, par un processus de démocratie. Attendez. Par un processus de démocratie. Ça fait partie, par un processus d'élection. Ça fait partie du problème. Et on les a, je veux dire, Israël a laissé faire, contrairement à ce qui est arrivé en Algérie, où le fils arrivant au pouvoir, on a décrété qu'il n'y avait plus d'élections et on est entré dans une période de violence. Mais là, il y a eu consécutivement à cette élection, il y a eu des violents d'ailleurs entre le Fatah et le Hamas, et le Hamas a massacré le Fatah à tour de bras. C'est pas vrai, il y avait un an
1 an de pouvoir de Hamas. Oui. Le Premier ministre, pendant 1 an, tous les gens oubliés aujourd'hui, pendant 1 an, entre 2006 et 2007, le Premier ministre palestinien de Cisjordanie et de Gaza, c'était nié. Donc ça, il ne faut pas oublier. C'est important, c'est Oui, la mais vérité. il y a eu la population qui s'est soulevée contre ce régime et elle a été massacrée. Enfin, elle a manifesté. Ils ont arrivé au pouvoir. Donc au moment d'arriver au pouvoir, oui, c'est putschiste. C'est putschiste dans la mesure où ils ont massacré leurs opposants. c'était 1 an plus tard. Entendu, mais ça n'en reste pas moins un putsch. Simplement, c'est un putsch qui est arrivé 1 an plus tard. Ils sont arrivés par les urnes et ils ont consolidé leur pouvoir par un putsch. Comment vous appelez ça je veux dire... Non, mais ils ont éliminé leur opposition de façon violente. C'est pas grave. Ils ne lâcheront pas. S'ils veulent pas le lâcher. C'est autre chose. Non, enfin, Bernard-Henri Lévy sait très bien, il connaît quand même les choses, il sait très bien que Ismaël Haniyeh, le Hamas, est arrivé au pouvoir. Justement, c'est ça que je dis, je ne crois pas qu'il s'est trompé ici. Je pense que c'est sa stratégie de faire oublier quelque chose qui gêne beaucoup de gens. Je ne sais pas de quelle raison, mais c'est ça qui permet aux gens de gauche de dire nous, on soutient les civils, la population, et pas le Hamas qui est au pouvoir. Mais le Hamas est au pouvoir parce que la population soutient le Hamas, aussi en Cisjordanie d'ailleurs, et pas seulement en Gaza. On a entendu ce point de vue. Il y a encore des questions? Une. Béni. Oui, là je m'adresse au rédacteur en chef de l'Arche. Moi je déplore que l'Arche me paraisse une fois tous les 3 mois. J'étais très heureux chaque mois de recevoir l'Arche et je trouve que c'est vraiment très dommageable à l'image de la société juive en France de ne pas être capable d'avoir un mensuel de haut niveau, comme il est toujours d'ailleurs, parce que je ne comprends pas comment des problèmes financiers puissent intervenir. L'abonnement était moins de 60 € par an, c'est-à-dire 5 € par mois. C'est pas énorme, mais un magazine comme Le Causeur, c'est à peu près cet abonnement-là. Je pense que la plupart des gens pour recevoir chaque mois ce magazine de bon niveau. C'est les poches aussi. C'est vraiment une image, une belle image de la société juive en France. Alors j'aimerais bien que... Il faut élargir à l'audimat et au lectorat. Il faut élargir à l'audimat et au lectorat. Oui, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous et vous pensez bien que c'est pas la décision n'est pas la mienne. Moi, je préférerais de très loin que l'Arche reste un mensuel. Il y a des problèmes qui sont ceux de toute la presse écrite. La presse écrite va mal. Ils ne sont pas, je veux dire, quand vous voyez un magazine comme le Time disparaître, ça pose... Ou Haaretz, le journal Haaretz, qui est le grand journal de gauche, ça fait aussi partie du problème de cette décomposition de la gauche, ou ces difficultés, n'employons pas de grands mots, mais ces difficultés que vit la gauche en Israël, la disparition de Haaretz, bien sûr que moi je vous suis, et croyez-moi, cher monsieur, que je m'empresserai de transmettre votre doléance parce qu'elle va dans un sens que je souhaite. En parallèle, on reçoit une communauté nouvelle dans le contenu, je crois qu'on peut dire en fait, qu'il n'est pas vraiment très intéressant. Il consiste essentiellement à caresser l'ensemble du code des différents chefs des communautés et on reçoit ça gratuitement. Donc, si c'est vraiment une question financière, je ne comprends pas. Ouais. Bien. Ils ont fait à financer. Mais en s'abonnant, il finance à sa manière. S'il y avait suffisamment d'abonnés, on aurait moins de problèmes. C'est un problème
d'abonnés et surtout de pubs. Moi, j'ai travaillé dans la presse après Oui. Oui, oui, je vous ai reconnu. Oui. Et ben, on avait des problèmes parce que la pub ne pouvait pas, ne suivait pas, tout simplement. Il y a le nombre des abonnés, mais il y a surtout la pub. C'est malheureux. Bien. Si vous voulez bien, on va terminer. Je vais tout de même, on a quelques livres de Shlomo Malka. Peut-être tu peux nous dire un mot de ton dernier livre, le dictionnaire, mon dictionnaire intime de la Bible. Ah bon, carrément. C'est une... S'il vous plaît, après on va clôturer. On a aussi celui-là. On a aussi Jésus rendu aux siens. Oui, ça c'est un ancien livre qui est paru en poche. Peut-être celui-là est tout frais. Dictionnaire intime de la Bible, bon, vous le savez, je suis un journaliste passionné par l'actualité, mais comme je le dis dans le livre, mes références intimes, ce sont celles-là. Si on m'ouvrait la tête, on verrait au fond que ce sont les vraies références. Je ne m'interdis pas dans ce livre, c'est un dictionnaire, donc c'est un ensemble des variations sur la Bible et sur la lecture de la Bible, mais je ne m'interdis pas aussi de croiser avec l'actualité. Dans certains cas, comme j'évoque d'ailleurs ce que j'ai dit tout à l'heure sur Abraham Yoshua, comme j'évoque aussi à propos de la Bible, il y a quelqu'un qui était avec moi, mais en fait tous les deux, nous étions ensemble au cours de Rachid Lévinas le samedi matin. C'est là que on a goûté au charme de Lévinas quand il commentait la Bible. Et Lévinas était toujours... il aimait beaucoup ce mot sur quand Moïse a détruit les tables de la loi, on a mis dans le tabernacle, dans le sanctuaire qui suivait les Hébreux, on a mis les tables de la loi, les nouvelles tables de la loi, et aussi les bris de la première, des premières tables. Et ça m'a fait penser c'est quelqu'un que j'ai bien aimé. J'ai connu beaucoup de premiers ministres israéliens, mais j'ai beaucoup aimé à cause de sa trajectoire, à cause de l'homme aussi, Ariel Sharon, qui valait beaucoup mieux que tout ce qu'on pouvait en dire. Et j'ai trouvé que dans son parcours, il a raté beaucoup de choses. Il a raté des choses. Le retrait de Gaza, on ne peut pas dire que ça a été sa chose, c'est lui qui l'a voulu, sous cette forme-là. Il a bataillé pour l'obtenir, ça n'a pas été simple, mais il l'a fait. Et Jéricho, ça a marché. Comment? Jéricho, ça a marché, plus ou moins. Oui. Le retrait, c'était Gaza-Jéricho. C'était Gaza-Jéricho. Mais je me plais à penser que dans les solutions qui viendront, les échecs font partie aussi, c'est ce que nous dit finalement ce commentaire des bris, des choses qui se sont cassées, mais qui sont conservées comme des prolégomènes à quelque chose qui viendra ensuite. Et je me plais à penser que même des échecs de ce type prépare peut-être un avenir meilleur. C'est ce qu'on peut espérer. Bien, donc ce mot dédicace à ton livre. Je voudrais encore en votre nom le remercier. Alors, on a un peu quitté le sujet, mais comme tu es journaliste, c'est les aléas du direct, on peut dire. Mais je crois que c'est vrai que tu es journaliste, on a beaucoup parlé de la presse et c'était une bonne occasion.
Je vous remercie d'être venus si nombreux. Je vais dire à Pierre Attia un petit mot avant qu'on se quitte. Alors, je voudrais dire que j'étais très heureux de te rencontrer de nouveau, puisque on a passé de merveilleuses Shabbat après l'office à écouter qui pour moi, un philosophe qui pour moi est le plus grand philosophe des dernières décennies, et je le dis franchement, voilà, qui a développé entre autres chez nous le côté d'aller vers l'autre, vers l'altérité, qui a pour moi concilié la philosophie et la Torah, qui est quelque chose qu'a priori certains contestent, et surtout j'ai retrouvé chez toi la patte du grand maître qui faisait que quand on terminait un cours avec lui, on n'avait pas de réponse. C'est là qu'on commençait à se questionner. Et c'est comme ça qu'on avance. Et j'ai eu un maître arabe avec qui j'ai étudié de nombreuses années le Talmud qui a son âme, qui m'a toujours dit, quand tu comprends le pourquoi de la question, tu as la moitié de la réponse. Donc, si je peux trouver peut-être une conclusion ce soir, c'est de dire que, en fait, on a, à chaque fois qu'on se rencontre comme ça, qu'on échange des idées, chacun venant d'un univers complètement différent, on fait avancer la cause d'Israël. Et qu'il faut développer, au Bnei Brit, j'essaye de développer ces tenues communes, parce que plus on est nombreux, c'est dans la diversité qu'on fait notre force, c'est la nature même du Bnei Brit. Et j'en profite, avec la permission de votre président, pour vous annoncer que pour continuer dans cette réflexion sur l'avenir d'Israël, suite à toutes ces guerres qu'on a subies et qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de solution, on recevra à la loge Zadok France Zadok Khan recevra le 22 janvier Jacques Tarnero, que vous connaissez certainement, voilà, qui est un cinéaste, parce que il m'a dévoilé quand j'avais été voir son film, je ne sais pas si vous avez été le voir, Décryptage, il a ouvert un truc au monde, tant et si bien qu'à un moment donné on lui a interdit de montrer son film, ce qui prouve qu'il dérange beaucoup.